Maintenant, le programme de pédiatrie avec le docteur Daoudi qui va accueillir la famille de l'enfant. Et nous avons également avec nous le Frédéric Wild, l'anesthésiste. Donc il s'agit d'une intervention de végétation. Et de pose d'aérateur transtympanique. Voilà. En quelques mots, la chirurgie ambulatoire pour ton activité d'ORL, la chirurgie ambulatoire pédiatrique, comment ça se passe pour toi? On fait en ORL, on fait pratiquement toute la chirurgie en ambulatoire. Bon, c'est classique, hein, la pose de végétation, la mise en place des aérateurs transtympaniques ne pose aucun problème. Ce qui est un petit peu plus controversé, mais qu'on réalise en ambulatoire, c'est la chirurgie des amygdales, selon certains critères, avec un suivi en salle de réveil et un suivi post-opératoire, hein, puisque tous nos patients ont nos coordonnées personnelles de portable pour pouvoir nous joindre. Donc ça, on le fait systématiquement en ambulatoire. Ce qu'on a modifié également, c'est la chirurgie de l'oreille. On fait des tympanoplasties chez l'enfant, que ce soit des cholestéatomes, un cholestéatome congénital ou une intervention classique de tympanoplastie pour une perforation. Elle est également réalisée en ambulatoire avec une chirurgie le matin. Là, j'ai pas le retour, là, mais une chirurgie le matin et une sortie dans l'après-midi après une surveillance. Et là aussi, il y a un suivi par des infirmiers, un suivi par le médecin généraliste et toujours la possibilité de nous joindre avec nos coordonnées personnelles, notre téléphone portable pour les parents. En dehors de la pédiatrie, on fait également toute la chirurgie depuis à peu près 14 ans, la chirurgie du nez, que ce soit les sinus, les cloisons ou les rhinoplasties en ambulatoire. La chirurgie de l'oreille est également faite en ambulatoire, que ce soit les tympanoplasties ou l'autospongiose, tout ça est fait en ambulatoire. Le projet, enfin, après si on a des évolutions, le problème c'est la chirurgie cervicale, avec notamment, enfin moi une grosse partie de mon activité c'est la thyroïde. On se pose la question sur l'ambulatoire par rapport à la chirurgie thyroïdienne ou parathyroïde. On a tous les éléments pour le faire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire une hémostase assez importante avec les nouvelles techniques. Nous, on utilise l'ultracision. On a la possibilité de vérifier également l'évolution de l'hypoparathyroïdie qui peut être une contre-indication à la sortie par le dosage de la parathormone pendant l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire qu'on fait un dosage de la parathormone juste avant l'intervention, puis 4 heures après la thyroïdectomie, et ça nous donne une idée d'une potentielle hypoparathyroïdie, donc on peut le prévenir et le traiter. D'accord. Voilà. Je te remercie de ces quelques précisions. Frédéric Wild, est-ce que tu peux avoir quelques mots sur la prise en charge spécifique de l'ambulatoire chez l'enfant dans le cadre de la chirurgie ORL? Bonjour à tous. Eh bien, la prise en charge en ORL nécessite en fait une optimisation de la douleur et des nausées vomissements post-opératoires. C'est essentiellement ces deux points qui sont clés chez l'enfant et qui retardent ou contre-indiquent la sortie en suivant. Donc la douleur est prise en charge très rapidement au bloc opératoire. On a ensuite une prise en charge des nausées vomissements post-opératoires qui se fait aussi de façon optimisée. On évite maintenant la codéine et les morphiniques dans la prise en charge en ORL pédiatrique compte tenu des dernières recommandations. La plupart des enfants ne sont pas algiques, et même 99,99% des patients. Et donc, c'est vraiment un défi au quotidien de calmer ces deux points-là, quoi. C'est là-dessus qu'on s'affaire, nous, l'anesthésiste. Ensuite, il faut une anesthésie balancée, multimodale, pour permettre un réveil rapide de l'enfant, une réalimentation précoce et une reprise d'activité qui permettront d'objectiver sa sortie dans l'après-midi à des heures convenables, on va dire. Voilà. C'est à peu près... Jean-Yves. D'accord, merci. Donc, ce que je propose, c'est qu'on suive le parcours de l'enfant. Je crois que tu as une prise en charge particulière. Je vais te laisser faire comme ta pratique quotidienne avec l'accueil de la famille que tu fais au bloc opératoire. On vérifie. Bonjour, ça va? Tu as vu qu'il y a la télé aujourd'hui, ça va être extraordinaire. Et ton papa va venir, venez à côté. On va aller
Donc on va aller au bloc opératoire. Hein. Oui, oui, j'y vais, on va le pousser, venez. Donc l'intervention, comme vous rappelez, c'est parce qu'il a un problème d'audition, hein, une otite séreuse persistante qui a récidivé. Et donc on va mettre en place des aérateurs transtympaniques. Hein. Alors ce sont des aérateurs, comme je l'ai dit, en titane. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va passer dans la salle. Ah, d'accord. Alors on va défaire. Il est grand, mais vous allez le prendre. Hein. Allez-y, prenez-le. Tu viens? Voilà, avec les... Comment s'appelle ton doudou? Lapinou. Allez, viens. Allez, on y va. On va s'installer. Ça va? Tu vas bien? Hein? Allez. Tu vas te mettre là. Vous allez la mettre là. Hop. Attention. Voilà. Avec son papa. On va mettre la couverture. Ça va? Tu n'as pas froid? On va te défaire un petit peu là. Alors... Donc on est tous pour toi. Hein. Voilà, il y a le doudou. Le doudou est avec toi. Il y en a deux. Papa en a un autre. On va te mettre des petites électrodes donc, pour suivre ton cœur. Hein, d'accord? Voilà. Tu n'as pas froid? Ça va? Bon, allez. Tu apprends à lire alors? D'accord, ça se passe bien? Et là, tu es en vacances là maintenant? Ce soir? Eh ouais, parce que c'est des vacances scolaires, tu gagnes un jour là. Hein? Hein? Depuis hier? Ah oui. Hier, elle n'avait pas école. Si, hier soir. Ah, hier soir, oui, depuis hier soir, oui. Julia, tu as séché un peu. Voilà. Venez à côté, mettez-vous à côté. Vous pouvez lui tenir la main si vous voulez. Voilà. La saturation, elle est là. On va l'endormir. Donc, on utilise un gaz anesthésiant. On ne fait pas de piqûre, là. Hein, on les fera après. Donc, on va il se peut qu'à un moment donné, il y ait une petite phase d'agitation, ce qui correspond au début de l'anesthésie. Hein, mais là, elle ne sent rien, mais vous pouvez le voir. Ça peut être impressionnant pour vous, mais il n'y a aucun caractère inquiétant. Hein. D'accord? Ça va? Tu vas bien? Bon. Alors, tu vas pouvoir gonfler un ballon alors, dans quelques minutes. Hein. On va voir si tu sais faire. Hein. Voilà, donc on lui met les éléments de surveillance, hein, cardiogramme, tension artérielle, saturation en oxygène, tout est prêt. On lui met une couverture chauffante dessus. Alors, est-ce que ça elle marche? garde son doudou et elle a son papa à côté. Ça peut être sa maman, c'est vous qui décidez. Là, c'est elle qui a décidé. C'est toi qui as décidé que c'était papa qui t'accompagnait. C'est ça? Et maman, elle t'attend dans la chambre? Ouais? Bon, ça ne marche pas, le scope. Pourquoi? Ah, parce qu'il manque une électrode. Voilà. L'installation est souvent un petit peu longue, un peu fastidieuse. C'est bon, ça, on a quelques éléments. D'accord. Non. Sur le pouce, sinon. Voilà. Ouais, la petite bague, parfois, a du mal à... Voilà. Oui ou non? Donc là, on va suivre... On n'a pas de SAT. On va suivre le début de l'anesthésie et ensuite le docteur Albert Daoudi va accompagner le papa en lui expliquant les suites opératoires et le papa reviendra ensuite en salle de réveil. J'ai pas de SAT. J'ai pas de saturation en fait, j'ai un problème sur ma saturation. D'accord, on va attendre, il n'y a pas de problème. Voilà.
C'est les joies du direct, je suis désolé. C'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Donc je prépare un mélange Cevo à 6% avec mélange équimolaire avec protoxyde d'azote pour l'endormir au masque. On place la perfusion systématique pour tous les enfants. Après l'endormissement, bien sûr. Donc là, c'est la phase d'endormissement. Ma collègue infirmière anesthésiste lui chante une chanson, parce que je ne sais pas très bien chanter, moi. Et puis, elle va s'endormir tranquillement. Like a plastic. It's fantastic. C'est elle qui a choisi la chanson. Hein. C'est pas mon répertoire. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Je crois qu'elle a un sacré répertoire en plus. Voilà, elle commence à s'endormir. Voilà. Voilà, mais c'est très calme. Mais je vais vous raccompagner, vous pouvez lui faire un petit bisou. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Elle dort déjà, on lui gardera le doudou pour le réveil. Hein, d'accord? Ça, on le mettra dans son lit. Venez. Allez, on vous suit. Enfin, vous suivez-moi. Donc, ça ne va pas être très long. Je vais vous faire patienter ou vous pouvez appeler votre femme juste à côté parce que on va la mettre en salle de réveil. Bon, elle peut avoir un réveil parfois un petit peu agité, elle peut tousser, elle peut cracher, elle peut vomir un petit peu de sang, hein, c'est un petit peu normal. Dès qu'elle commence à se réveiller et qu'elle sera autonome, si vous êtes là, on vous appellera et vous pourrez la voir en salle de réveil et après la raccompagner dans la chambre où vous resterez un petit moment. Alors, elle a des aérateurs transtympaniques, vous vous rappelez, ce sont des aérateurs en titane, pédiatriques, petits, qui normalement sont moins gênants pour l'eau. C'est-à-dire que s'il y a un petit peu d'eau qui coule lors de la douche ou du bain, ça ne posera pas de gros problèmes, contrairement aux aérateurs classiques qui sont plus gros. Vous prendrez quand même quelques précautions par rapport à la piscine. Vous ferez attention, c'est peut-être pas le moment d'aller à la piscine avec ça, ou vous mettrez des petits bouchons. Voilà. La journée, elle devrait être, elle va être un petit peu fatiguée ce matin, elle va peut-être tousser, elle va peut-être vomir un petit peu, mais elle partira dès qu'elle sera bien réveillée et qu'elle aura pris son premier repas. Pour la raccompagner, c'est bien que vous soyez deux parce qu'il y en a un qui conduira et l'autre qui sera à côté d'elle. Là aussi, au retour, en voiture, il peut y avoir un vomissement, donc ce n'est pas la peine d'avoir un accident. Bon. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, vous la gardez à la maison. Les repas normaux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez lui donner du froid, du chaud. Ce n'est pas une intervention sur les amygdales. Donc, sur les végétations, ça ne pose pas de problème. Et on va simplement vérifier et enlever le trop-plein de végétation. Voilà. Et après, demain, vous ferez pratiquement ce que vous voulez. D'accord ? Donc, éventuellement, vous pouvez attendre un petit peu là ou avec votre femme, l'attendre là. Elle repassera par là pour le retour. Donc, on vous fera venir. D'accord ? Allez. À tout à l'heure. D'accord. Je pense qu'on a pris un petit peu de retard, donc je vais rendre la parole à la salle si vous voulez poser quelques questions aux opérateurs. Là, je n'ai pas de retour. Non. Est-ce que vous me recevez sur Paris? Alors, les micros ne marchent pas? J'ai pas de retour. Alors. Ah. Là, j'ai entendu une petite voix, mais après, ça s'est arrêté. Oui. C'est bon? Donc pendant ce temps-là. Ah, là, c'est bon. D'avoir les parents en salle jusqu'au bloc, bravo. Je suppose que... Je ne sais pas si on peut allumer la salle. D'autres d'entre vous font de l'ORL pédiatrique ou font de la pédiatrie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce... Est-ce que vous pouvez allumer la salle? Est-ce qu'on pourra allumer la salle? Oui, voilà. Merci. Parce que si on voit s'il y a des questions... Voilà. Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît? Alors... Ah pardon, excusez-moi. Vas-y, tu as une question? Vas-y. Oui, alors j'ai deux questions. La première sur l'organisation pour les parents. Est-ce que ça, vous m'entendez là, c'est bien? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, cette organisation, pour faire rentrer les parents d'abord en salle, puis en salle de réveil? Vous nous entendez?
Compliqué, non, il a fallu changer des habitudes au départ. Ça fait, je l'ai fait avec une anesthésiste avec qui on travaille toujours, qui est le docteur Fourouche, et c'est elle qui m'avait suggéré de faire venir les parents en salle pour que les enfants soient beaucoup plus calmes et qu'il n'y ait pas de soucis particuliers ou d'agitation ou de réveil ou de traumatisme. Donc on en a discuté avec la surveillante, on en a discuté avec les infirmières et on a établi ce circuit, c'est-à-dire que dans le service ambulatoire, les parents sont équipés, ils sont habillés, on leur met les surchaussures, enfin tout ce qui est fait habituellement pour qu'ils soient stériles. Il faudrait allumer le microscope. Non, il n'est pas branché. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, parce que pendant ce temps-là, je mets en place les aérateurs. Et donc, on a établi ce circuit. Après, le problème, vis-à-vis de l'arrivée, ça ne pose pas de soucis. Moi, ça me permet de rediscuter avec les parents, en les raccompagnant, de leur expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment vont se passer les suites. La seule chose, c'est qu'il faut les avertir puisqu'ils assistent à l'anesthésie. Là, vous voyez, ça a été extrêmement calme. Mais il arrive à un moment donné de l'anesthésie qu'il y ait une agitation normale des enfants. Et ça peut être impressionnant pour les parents. Donc, il faut vraiment les avertir auparavant de cette phase. Voilà. Après, en salle de réveil, on ne le fait pas toujours. On le fait lorsque c'est possible, qu'il n'y a pas trop d'activité, enfin qu'il n'y a pas de problème en salle de réveil. À ce moment-là, quand les enfants sont prêts pratiquement à repartir et à retourner dans le service ambulatoire, si les parents sont là, on les fait venir et ils raccompagnent avec le brancardier. Ce n'est pas eux qui les raccompagnent tout seuls. Ils raccompagnent leur enfant avec le brancardier. Voilà un petit peu le circuit. Il y a juste une... Mais non, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question en bas. Le temps qu'on amène le micro, j'avais juste... Est-ce que vous pouvez nous dire les consignes de jeûne que vous avez pour les enfants? Alors, c'est 6 heures avant l'alimentation et 2 heures avant pour les liquides avec une dose max de 7 ml kg. D'accord. Et avec un liquide sucré ou un liquide clair? Cette précision de 7 ml kg. En pédiatrie. Sucré, oui, un soluté sucré. Un jus de pomme, un jus de... Pourquoi 7 ml kg? C'est recommandations pédiatriques. Non. On va prendre une question dans la salle là. À partir du moment où on est rentré dans une démarche d'induction en présence des parents, est-ce qu'il y a de temps en temps des parents plus anxieux où on se dit ça va être problématique, et ceux-ci, est-ce qu'on va quand même les admettre et y passer beaucoup plus de temps, ou est-ce qu'il est possible de dire, enfin pas de les exclure de façon négative, mais de leur dire votre place ne va pas arranger les choses? Vous avez entendu Tout à fait, ça peut arriver, c'est au cas par cas. On a parfois régulièrement les mamans qui pleurent, mais pleurent de stress, donc on s'occupe aussi du stress de la maman, mais de malaise, non, pas trop, parce qu'effectivement, par anticipation, on peut être amené à ne pas, avoir de parents en salle. Mais sur les deux, quand même, c'est extrêmement rare. Il y en a toujours un qui peut être plus vaillant que l'autre, on va dire. Mais... Non, enfin, moi, je revois les parents systématiquement, puisque je revois les enfants à distance, puisqu'on les suit parfois pour des problèmes chroniques. On avait fait une petite enquête, très informelle, pour savoir comment ils réagissaient par rapport à leur venue au bloc opératoire. Ils sont tous très, très satisfaits de ça, de pouvoir accompagner leur enfant. Ils participent un petit peu au jet, donc ça responsabilise un peu tout le monde, et l'enfant est beaucoup moins stressé. J'ai pas eu de négativité. Certains sont plus impressionnés, surtout au moment de cette phase d'anesthésie, mais si on les avertit auparavant, ça pose vraiment aucun souci, au contraire.
Et je crois que c'est plus anxiogène de ne pas savoir ce qui se passe plutôt que d'aller au bloc opératoire. La plupart des parents sont très anxieux de laisser leur enfant à la fermeture du bloc, quand ils accompagnent le brancardier. Et donc finalement, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Alors que là, on les met en condition, on les met en situation, on les fait participer au début de l'anesthésie. Et je pense que c'est un gain, effectivement, un bénéfice pour le patient qui est moins stressé et donc qui pleure moins au réveil et qui après dans la prise en charge sera optimisé et permettra donc une prise en charge en ambulatoire de plus belle qualité. Voilà. Le stress est surtout au niveau des équipes soignantes. Regarde, ça marche. Et je crois que le cap à passer, c'est de se dire, d'accepter pour nous de le faire et de le mettre en place. Ça change nos habitudes, ça nous met en question. Et je crois que le problème se situe là, pas tellement sur les parents. Moi, j'ai des parents qui sont venus exprès ici parce que, justement, on faisait ce système. Bon, on a une seconde question dans la salle. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une patiente qui m'a demandé spécifiquement pour un enfant, qui était venu spécifiquement ici, c'est vrai. Ok. Madame, allez-y, posez votre question. Deuxième question. J'avais une question sur les amygdalectomies, plusieurs questions sur les amygdalectomies. Premièrement, quelles sont vos indications en ambulatoire? Deuxièmement, quels sont vos protocoles d'analgésie, infiltration, pas infiltration, vos protocoles de prévention des NVPO et combien de temps vous les gardez avant de les remettre à la rue? Vous mettez de l'eau chaussette, Alors, les amygdalectomies, il y a des recommandations, donc c'est plus de 3 ans. Il ne faut pas qu'il y ait de syndrome d'apnée du sommeil ou de comorbidité associée, c'est-à-dire obésité morbide, syndrome d'apnée du sommeil, maladie neuromusculaire, troubles de l'hémostase. Donc ce sont, on va dire, des patients qui ont plus de 3 ans et qui ont donc je vais me bouger parce que M. Daoudi va changer de... Voilà, donc du plus de 3 ans... Ça, c'est les indications d'ambulatoire. Il y a les critères sociaux aussi. Il faut avoir une famille qui accepte, qui comprenne bien le cheminement, c'est-à-dire ne pas habiter très loin. C'est généralement à 10-15 km d'ici. On a quand même les recommandations sur l'ambulatoire en général sont plutôt de 30 minutes, mais là, dans ce cadre précis de l'amygdalectomie, on réduit un petit peu les... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, mais il va voilà, critères sociaux, bien avoir 2 accompagnants dans la voiture, normalement au retour à la maison, donc un accompagnant de plus que le conducteur. Donc on vérifie tous ces critères-là d'ambulatoire. Les protocoles, après ces protocoles d'analgésie, c'est ça? NVPO. Alors, pour les protocoles d'NVPO, on a une prévention systématique des NVPO par dexaméthasone 0,1 à 0,15 mg/kg et Zofrène 0,1 mg/kg qui sont faits à l'induction anesthésique pour les amygdalectomies. Ensuite, on prend le relais en salle de réveil, sinose et vomissement par du droléptan, éventuellement. Ensuite, pour la prise en charge antalgique, les amygdalectomies sont perfusées, on leur passe en salle d'opération du perfalgan à 15 mg/kg, associé alors ça dépend du terrain, si le patient a un syndrome d'apnée du sommeil et qu'il va rester hospitalisé, à ce moment-là, on privilégie le tramadol et les AINS. Si il n'a pas de contre-indication ou pas de risque à avoir de la morphine, à ce moment-là, on lui fait un petit peu de morphine pour le réveil, c'est-à-dire 0,5 mg/kg en titration jusqu'à la dose poids maximum de 0,1 mg/kg. Voilà notre prise en charge. On les garde 4 heures pour les 6 heures minimum pour le hospitaliser pour les amygdalectomies. Et ils sont réalimentés en alimentation liquide 2 heures après la sortie de salle de réveil. En l'absence, bien sûr, de petits saignotements ou de choses comme ça qui pourraient être objectivées par l'infirmière du réveil ou de l'ambulatoire. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il y a encore plein de questions, mais on est obligé de passer à l'autre site. On retrouvera cette équipe cet après-midi. Donc il y aura d'autres questions, vous pourrez leur poser d'autres questions. On retrouvera la même équipe après pour le suivi de ce patient. Je vous propose qu'on passe à Saint-Antoine maintenant.
Juste pour terminer peut-être sur l'infiltration, parce que c'est important, effectivement, M. Daoudi voulait en parler. C'est pas totalement recommandé pour le moment, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de bénéfice théorique à l'infiltration des loges amygdaliennes par naropéine. C'est hors AMM, donc on ne le fait pas. Ça dépend, c'est adapté au... Ok. Ben, on va passer peut-être donc à Saint-Antoine. Cette fois, on va passer à la chirurgie ambulatoire du membre inférieur, je pense sous arthroscopie. Alors, si on peut faire la bascule sur Saint-Antoine. Tu m'entends, Laurent ?